Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce point info consacré aux chemins ruraux. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Louise Larcher. Je suis conseillère technique au sein du département aménagement des territoires à l'Association des maires et des présidents d'intercommunalités de France. Et je suis en charge, entre autres, des dossiers relatifs aux chemins ruraux. Alors, pourquoi on a décidé d'organiser un point info au sein du 106e congrès? On a constaté dans le département une recrudescence des demandes de conseils juridiques sur les chemins ruraux suite à des accaparements, suite à des questions d'entretien, de gestion, etc. Et on a aussi une forte demande de formation. Donc, on a jugé opportun de consacrer pour la première fois au sein du congrès un point info dédié aux chemins ruraux qu'on a intitulé « Chemin rural, un patrimoine en danger ». Les clés pour le valoriser et le préserver. Alors pourquoi on l'a appelé comme ça? On n'a pas de données quantitatives précises, mais on estime que sur les 1 million de chemins ruraux qui existaient, on en a perdu plus de 200 000 en moins de 40 ans. Donc c'est un patrimoine qu'il est urgent aujourd'hui de préserver. Et c'est à vous que ça revient, les élus, en tant que maire, parce que le chemin rural, c'est un chemin qui appartient au patrimoine privé de la commune, mais qui est affecté à l'usage du public. Donc il a un statut hybride, et comme tous les statuts hybrides, ça pose beaucoup de difficultés en termes d'identification, de financement, de gestion, etc. Et c'est pour ça que le législateur, au sein de la loi 3DS du 21 février 2022, il a adopté des dispositifs qui visent à renforcer votre rôle en tant que maire pour les entretenir, pour les préserver et pour notamment contrôler la prescription acquisitive. Donc c'est monsieur Laurent Etcheverry du bureau de la domanialité, de l'urbanisme, de la voirie et de l'habitat de la DGCL qui viendra vous présenter ces dispositions qui étaient vraiment attendues par l'AMF. Et monsieur Pierre Fouché vous expliquera, une fois qu'on aura fait le tour du régime juridique des chemins ruraux, des dispositifs clés pour valoriser vos chemins ruraux. Et donc je remercie nos deux intervenants chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir à ce point info. Mais avant de commencer, je vais prendre le temps quand même de vous présenter la définition d'un chemin rural, qui parfois pose beaucoup de questions. Quels sont vos pouvoirs en la matière? Quelles sont vos missions en tant qu'élu? Et nerf de la guerre, de quel levier financier vous disposez pour les entretenir? Alors déjà, on va commencer par la définition du chemin rural. Je vous propose qu'on définisse le chemin rural à partir de deux autres catégories de voies, qui sont la voie communale, qu'on connaît tous, et le chemin d'exploitation. Alors la voie communale, elle est codifiée à l'article L141-1 du Code de la voirie routière, contrairement au chemin d'exploitation et au chemin rural, qui sont dans le Code rural de la pêche maritime. Et l'article L141-1 du Code de la voirie routière, il dispose que les voies qui font partie du domaine public communal sont dénommées voies communales. Donc la voie communale, elle a deux caractéristiques. Déjà, elle est classée par délibération, elle fait l'objet d'un classement par délibération. Ensuite, elle est dédiée à la circulation générale. Et il faut comprendre que la définition juridique entre un chemin rural et une voie communale, elles vont être extrêmement différentes, que ce soit pour des questions d'entretien ou de prescription acquisitive. La voie communale, elle est imprescriptible et inaliénable, alors que le chemin rural, lui, vous pouvez le vendre et il peut aussi faire l'objet d'une prescription acquisitive. C'est-à-dire qu'un propriétaire, qu'un riverain, s'il prouve qu'il a occupé de manière pérenne, continue, publique, de façon non équivoque pendant 30 ans ce parti de bout de chemin rural, il peut demander la prescription acquisitive et en devenir propriétaire. À noter que cette prescription acquisitive, elle joue aussi pour vous, commune, c'est-à-dire que si vous êtes en capacité de prouver qu'un chemin privé, vous l'avez occupé de façon publique, donc non équivoque, continue pendant 30 ans, vous pouvez en devenir propriétaire. La voie communale, comme on l'a dit, sa vocation, c'est la circulation générale. Elle est carrossable, elle est bitumée en pratique, et le but, c'est qu'elle puisse accueillir tout type de véhicules, sauf si vous avez pris un arrêté dûment motivé pour réduire la circulation ou pour faire une voie piétonne. Le chemin rural, comme on va le voir, lui, sa vocation, c'est pas la circulation générale. La vocation du chemin rural, on le verra plus tard, c'est d'avoir de l'usage, mais pas forcément d'accueillir tout type de véhicules.
Le chemin d'exploitation, quant à lui, il est codifié à l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, comme pour le chemin rural. Et on remarque que souvent, il y a des confusions entre les chemins d'exploitation et le chemin rural. Donc l'article L 162-1 du Code rural de la pêche maritime dispose que les chemins d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou diverses exploitations. Le chemin d'exploitation, donc je vous ai fait un schéma qui simplifie, un peu simpliste, mais qui permet d'identifier les différentes voies. Le chemin d'exploitation, lui, donc vous le voyez, il est noir au milieu. Et à la différence du chemin rural, il appartient aux exploitants. C'est-à-dire que, imaginons, je suis un usager, un randonneur, je veux passer par le chemin d'exploitation pour m'éviter de faire un grand tour. Je peux le faire, mais en revanche, demain, il peut y avoir des barrières en mettant interdiction de circuler. Et en fait, c'est possible parce que le chemin d'exploitation, il appartient aux propriétaires exploitants et ils ont droit du jour au lendemain de fermer le chemin d'exploitation vu qu'il leur appartient. C'est aussi eux qui auront la charge de l'entretien, ce ne sera pas la commune, et c'est aussi eux qui peuvent le supprimer. Je vous ai mis un petit point d'alerte sur l'intitulé des documents officiels. Souvent, quand on a des demandes de conseil juridique à l'AMF, la première chose qu'on demande quand il s'agit de chemins ruraux, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on est bien en face d'un chemin rural? Et souvent, la réponse qu'on a, c'est oui, 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 c'est indiqué sur le cadastre, c'est indiqué que c'est un chemin communal. Alors, le cadastre, c'est un document administratif, c'est un document fiscal, mais il n'a pas de valeur juridique. C'est-à-dire que ça va faire partie d'un faisceau d'indices pour définir le chemin rural, mais en tout état de cause, ce n'est pas parce qu'il y a marqué chemin communal sur le cadastre que c'est vraiment un chemin communal. Et pareil, au niveau des dénominations, parfois on va dire chemin communal. Il n'y a pas de chemin communal, c'est soit un chemin rural, soit une voie communale. Voilà, les chemins communaux, ça n'existe pas. Et c'est pareil, il y a un peu des labels comme des labellisations type voie verte, voie douce, etc. Mais ça reste des labellisations. On a la voie communale, le chemin rural, le chemin d'exploitation et les voies privées, mais tout ce qui est voie verte, etc., c'est des labellisations. Donc finalement, quelle est la définition de notre chemin rural? Le chemin rural, sa définition, elle est codifiée à l'article L 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la commune. Donc on voit bien qu'il y a 3 critères cumulatifs pour être un chemin rural. Déjà, c'est la propriété de la commune. La propriété de la commune, vous allez la définir, comme je vous disais, par rapport à un faisceau d'indices. Donc ça peut être le cadastre, mais en fait, il y a un travail d'archivage à faire. Vous allez voir les actes de propriété, vous allez parfois même écouter des témoignages ou même des cartes postales pour identifier la propriété de la commune. Ensuite, il y a l'affectation à l'usage du public. Donc, comme je vous le disais, la vocation du chemin rural, ce n'est pas la circulation générale. Le chemin rural, il n'a pas pour vocation d'accueillir tout type de véhicules. Ça peut être juste des piétons ou des cyclistes. C'est pas, voilà. Il faut qu'il y ait de l'usage, il faut qu'il y ait de la fréquentation. Et enfin, la troisième caractéristique qui coule de sens, c'est une absence de classement comme voie communale. Donc à partir du moment où vous avez ces 3 critères cumulatifs, peu importe la taille du chemin, peu importe sa nature, peu importe la fréquentation, vous êtes face à un chemin rural. Et ce chemin rural, la qualification du chemin rural va vous donner des droits et des devoirs en tant qu'élu sur ces chemins. Donc, voilà. Quel est votre rôle sur ces chemins ruraux? Donc déjà, vous allez exécuter les délibérations du conseil municipal. Le conseil municipal, lui, il va être compétent pour créer un chemin rural, pour le supprimer, pour les questions de financement, d'entretien. Et vous allez exécuter les délibérations. Mais vous n'êtes pas un simple exécutant. Vous allez aussi, et vous disposez des pouvoirs de police du maire sur ces chemins ruraux, dont vous avez la possibilité, mais surtout l'obligation de faire usage sous le contrôle du préfet. Par exemple, si je suis un usager et que sur un chemin rural, il y a un riverain qui a mis une barrière en disant propriété privée, j'ai le droit d'aller voir le maire en demandant de retirer cette barrière. Et le maire, il est responsable, il doit lever cette barrière en vertu de ses pouvoirs de police. Et en vertu de ces pouvoirs de police, vous avez des marges de manœuvre considérables. Parce que vous avez le pouvoir de police qui peut être justifié pour la conservation du chemin rural, pour assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité, et aussi pour protéger l'environnement. Voilà, vous pouvez prendre par exemple des arrêtés de circulation pour limiter le tonnage sur un chemin rural. On sait que les engins agricoles ils deviennent de plus en plus gros et qu'ils endommagent de plus en plus les chemins ruraux. Et bien, vous pouvez prendre un arrêté pour limiter le tonnage.
La seule limite que vous avez à ces pouvoirs de police, c'est de ne pas prendre des arrêtés généraux et absolus. C'est-à-dire que si vous prenez un arrêté qui est si contraignant que finalement il empêche toute circulation de véhicules, même de piétons, l'arrêté il va être attaqué. Il faut qu'il y ait de l'usage. On a vu, c'était une des caractéristiques du chemin rural, c'est qu'il ait de l'usage. Vous allez aussi avoir des obligations en termes d'entretien. Alors là-dessus, la position du Conseil d'État, elle est formelle. Vous n'avez aucune obligation d'entretien parce que l'entretien des chemins ruraux, elle n'est pas inscrite, enfin les dépenses d'entretien, comme obligatoire dans le Code général des collectivités territoriales. Contrairement à l'entretien des voies communales, qui, elles, sont inscrites comme une dépense obligatoire. Donc, comme vous n'avez pas d'obligation d'entretien, si un riverain est victime d'un accident, enfin si un usager est victime d'un accident, il ne va pas pouvoir se retourner contre la commune pour défaut normal d'entretien. Sauf si vous avez réalisé des travaux pour viabiliser, pour améliorer votre chemin rural. Exemple, vous avez fait une enrobée ou vous l'avez bitumé, et bien là, vous vous êtes engagé à assurer cet entretien. Et donc, s'il y a un accident, le riverain peut se retourner contre vous pour défaut d'entretien normal. En revanche, si vous avez entretenu de façon ponctuelle en vertu de vos pouvoirs de police, par exemple, il y a un arbre qui menace de tomber, et là, vous allez couper l'arbre, vous entretenez de façon ponctuelle. Ce n'est pas un entretien régulier, ce n'est pas pour viabiliser et améliorer votre chemin rural. C'est vraiment en vertu de votre pouvoir de police pour assurer la sécurité. Et donc, dans ces cas-là, le riverain qui a un accident, il ne pourra pas se retourner contre vous parce que vous avez parce qu'il y a un défaut d'entretien normal. Vous avez agi en vertu de vos pouvoirs de police. En revanche, si vous souhaitez en effet valoriser votre chemin rural, si vous souhaitez assurer un entretien régulier, de quel levier financier vous disposez ? Donc, comme on l'a vu, les dépenses d'entretien, elles ne sont pas inscrites au nombre des dépenses obligatoires dans le CGCT. Donc, vous allez pouvoir mobiliser les recettes ordinaires et extraordinaires du budget communal dans les conditions de droit commun. Vous avez aussi la possibilité d'établir des contributions spéciales. Alors, la contribution spéciale, vous pouvez l'imposer à un usager qui aurait endommagé le chemin rural. Tous les usagers, ils ont pour devoir d'utiliser le chemin rural de façon normale, ils n'ont pas le droit de l'endommager. Donc, imaginons, il y a un agriculteur qui fait du débardage de bois et ça abîme le chemin rural. Eh bien, vous pouvez lui imposer une contribution spéciale. Alors, attention sur la contribution spéciale, il faut toujours chercher d'abord un accord à l'amiable. Parce que sinon, si vous allez saisir le tribunal administratif sans avoir essayé d'avoir fait d'essayer d'avoir trouvé une recherche à l'amiable, ça va être rejeté, votre demande. Vous avez aussi les souscriptions volontaires, donc qui sont aussi appelées offres de concours, qui peuvent être en espèces ou en nature, quand on veut réaliser des travaux sur le chemin rural. Et vous avez aussi l'intervention possible des riverains qui vont se réunir en majorité qualifiée pour proposer d'entretenir le chemin rural. Donc, avec cette brève présentation, on se rend compte que le chemin rural, avec son régime hybride qui est du domaine privé de la commune, mais qui est ouvert à l'usage du public, avec des questions d'entretien qui sont quand même relativement complexes, avec des sources de financement qui sont quand même relativement faibles, ça complexifie vraiment la gestion et l'entretien de ces chemins. Donc le législateur il s'est saisi de ces problématiques qui contribuent à la disparition des chemins ruraux et il a adopté dans la loi 3DS du 21 février 2022 4 dispositifs qui étaient largement attendus par l'AMF que vont vous présenter Monsieur Etchebarri de la DGCL que je laisse se présenter tout de suite. Hop, c'est pas comme ça. Okay. Merci. Bonjour à tous. J'ai oublié de vous dire, mais on prendra les questions après les interventions, parce que je pense que M. Etchebarri va déjà répondre à des questions avec son intervention. Et après, on écoutera monsieur. Et après, il y aura un échange avec la salle. J'arrive pas. Ah oui, c'est pas... pardon. Ne regardez pas, fermez les yeux. Mince. Ça, c'est moi. Vous avez mon adresse mail, d'ailleurs, si vous avez des questions. C'est ça. Ou alors après. Je pense que vous n'avez pas le bon. On ne peut pas tout avoir.
Je vais dans les coulisses. C'est le chemin rural de l'informatique. Ce n'est pas une voie communale. Enfin, je pense, oui. Oui, oui. Si c'est pas perdu dans les limbes, justement, des circuits informatiques. C'est un test pour ma mémoire, je sais pas. Je suis désolée, pardon pour ce petit. Ok. Donc on va. Je suis désolée. Je vais appeler. Ils ont pas le domaine. Bon, j'espère que la présentation précédente était claire. Comment ça marche? Il faut... On a des marges de progrès quand même. Ah! Non. Oui. Ouh là là, beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Je ne sais où regarder. Bonjour à toutes et tous. Il y a du monde, c'est bien. Moi, donc, je suis du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Je travaille à Lyon à la direction technique territoire et ville sur un projet qui s'appelle Sentiers de nature, un appel à projet qu'on a lancé il y a un peu plus de 2 ans dans l'objectif de restaurer, créer des sentiers de marche et de randonnée et de restaurer l'environnement aux abords de ces sentiers. Un appel à projet qui est aujourd'hui terminé, mais sur lequel on peut capitaliser, discuter, et on va voir qu'il y a des choses vraiment en lien avec notre question de chemins ruraux et comment on peut faire pour les préserver. Donc on a sélectionné 89 lauréats. Statistiquement, il y a peu de chances qu'il y ait un lauréat dans la salle, mais on ne sait jamais. 89 projets portés par des collectivités, des associations pour restaurer des chemins de randonnée, des études ou des travaux en France métropolitaine et en Outre-mer, en Guyane et à Mayotte. 10 millions d'euros mis sur cet appel à projet, donc avec des subventions importantes de travaux et d'études sur ces projets. Et donc on va, si ça fonctionne, tac, voilà. La question qu'on peut se poser, c'est quand on aménage des chemins, pourquoi on peut les aménager, à quoi ça peut servir. On va aménager des chemins pour retrouver des fonctionnalités qu'on avait perdues. On verra plus tard ce que c'est comme fonctionnalité. Pour développer la marche, reliée aux autres modes de transport. Mettre en valeur le patrimoine environnemental, paysager, historique des communes. On découvrira plein de choses sans déranger. On peut essayer de permettre à tous et toutes d'accéder aux espaces naturels. On peut parler d'accessibilité. Et puis je terminerai à la fin par un petit focus sur la fragilité des milieux naturels et de l'attention qu'il faut porter quand on commence à les aménager. Retrouver les fonctionnalités des chemins. Alors, chemin creux, chemin rural, on a différents vocables. Là, je m'appuie sur une étude qu'on a financée pour une petite commune du Pays Basque. Je ne suis pas sûr de prononcer comme il faut. S'il y a des Basques dans la salle, c'est Amendesh-Onesh. C'est ça, hein? C'est ça, on a un Basque dans l'équipe, donc c'est bon. En termes de patrimoine, les chemins creux, à la base, dans les années 50, c'est des petits chemins qui étaient là pour desservir des parcelles agricoles qui s'étaient creusées à force de passages, de passages et de passages, qui permettaient de faire passer un âne, une paire de bœufs, une charrette, mais pas un gros tracteur. Mais bon, à l'époque, ça allait, et donc c'était très utilisé. Donc les chemins étaient utilisés, et puis ça permettait de relier les différents quartiers, etc. Avec le temps, le remembrement, les parcelles de plus en plus grandes, les tracteurs de plus en plus gros ne passent plus dans ces chemins, et donc ne sont plus utilisés. Et donc petit à petit, ces chemins qui faisaient un patrimoine dans les collectivités ont disparu, ont été colonisés par la végétation.
Donc là, c'est l'exemple qu'on a sur le petit dessin de droite, où le chemin creux est devenu en fait une mini-forêt avec tout un paquet d'espèces végétales et animales, et paradoxalement, une richesse en termes de biodiversité et d'environnement. C'est plus un endroit où on peut passer en marchant. Par contre, en termes d'environnement, il y a une nouvelle richesse qui s'est créée. Un autre exemple, quand on parle de retrouver des fonctionnalités, donc à gauche, l'exemple on est entre deux champs qui sont cultivés, et il y a eu à une époque un chemin, peut-être rural, peut-être pas, il y avait des arbres, et puis petit à petit, l'agriculteur, voyant que ce chemin n'était pas utilisé, a grignoté petit à petit, a coupé quelques arbres parce que le tracteur ne pouvait pas passer. Et puis à terme, il reste un malheureux arbre et puis quasiment rien du tout. Donc c'est une perte parce qu'on ne peut quasiment plus passer à pied. Et puis surtout, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus rien. Si on a la volonté de récupérer ce chemin-là, il faut penser à deux choses. On veut redonner une fonctionnalité de marche. Pour ça, il faut s'assurer que le chemin qui sera créé ne sera pas à nouveau colonisé. Donc penser à des petits systèmes de clôture sans que ce soit forcément des gros aménagements, mais qui matérialisent bien le chemin. Et penser au fait que ce chemin, il avait avant, et peut-être encore un petit peu, des fonctionnalités écologiques en termes de corridors écologiques pour des espèces, en termes d'endroits où les espèces vivent et se reproduisent. Donc replanter, ce n'est pas des travaux pharaoniques, mais des petites espèces, des petits arbres, pour que la biodiversité puisse continuer à se maintenir. Je vais parler pas mal de biodiversité, c'est un sujet important, et dès qu'on peut faire quelque chose pour la biodive, il faut le faire. Je reprends mon souffle en espérant que ça passe à la diapo d'après. Le deuxième exemple, pareil, entre deux champs, on a cette fois un chemin creux qui n'a pas été colonisé, enfin, il n'a pas été récupéré par l'agriculteur, mais qui n'est plus utilisé en termes de chemin de desserte du champ. Du coup, il s'est embroussaillé, il y a des ronces, il y a plein de petits arbres, etc. Donc il n'est plus du tout utilisé. Si on souhaite le récupérer, c'est assez simple de venir avec une débroussailleuse et de recréer le chemin. Par contre, il faut garder en tête que le fait que l'homme n'aille plus dans ce chemin-là, le fait que ce soit embroussaillé, les espèces ont trouvé ici un espace refuge. Et donc, quand on coupe tout, il faut penser à recréer juste à côté le même type d'habitat pour que les espèces qui passaient là ou qui vivaient là puissent toujours vivre ici. Il y a des champs à côté. Le fait d'avoir un espace où les espèces peuvent vivre, ça apporte des services aux champs. Ça permet de réguler les ravageurs, ça permet de faire plein de choses. Donc c'est vraiment utile et important. Donc les deux fonctionnalités des chemins ruraux quand ils sont réaménagés, c'est pour que les hommes puissent passer, mais aussi pour que les espèces puissent vivre et se déplacer. Et j'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Deuxième élément important des chemins ruraux, j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est quasiment le plus important, c'est de retrouver leur usage en termes de déplacement, de marche. L'exemple de la communauté de communes du Grand Roi qu'on a subventionné pour une étude pour voir un petit peu quels étaient parmi tous les chemins, dont des chemins ruraux de la communauté de communes, ceux qui pouvaient être réutilisés, réinvestis pour de la petite marche. Soit de la balade du dimanche en famille, soit relier l'école au village ou permettre aux gens qui ont envie de marcher de plus prendre leur voiture pour faire 1 kilomètre qui les sépare de la boulangerie. Donc ça, c'est un travail d'étude assez fin pour voir quels sont les chemins qu'on peut réutiliser. On ne va pas réaménager tous les chemins et récupérer tous les chemins, parce que vous le savez, c'est un travail de romain, mais sélectionner ceux qui sont les plus utiles à réaménager et travailler sur ceux-ci. À droite, un autre exemple, c'est comment on peut relier ces chemins de marche à d'autres modes de transport. Là, on est à Tupin-et-Semont dans le Rhône, commune de la Côte-Rôtie, un vignoble que je vous recommande chaudement, mais qui a la chance aussi d'être au bord du Rhône et au bord de la Virona. La Virona, c'est un itinéraire de vélo au long cours. Et donc, la collectivité a aménagé un chemin qui part de la Virona et qui monte au belvédère en haut du hameau de Tupin. Et donc, on a une liaison entre les chemins et un autre mode de transport qui est ici le vélo. Ça peut être aussi le train, avec des réflexions sur des chemins qui soient reliés au train pour éviter de toujours prendre notre chère voiture. Troisième élément de valorisation quand on remet en état des chemins, c'est en profiter pour mettre en valeur le patrimoine, qu'il soit environnemental, paysager et non pas patrimonial, mais historique. Si on remet en valeur des chemins, si on veut qu'ils soient utilisés, qu'il y ait des gens qui aillent marcher dessus, il faut montrer qu'il y a des choses à voir sur votre territoire. Et des choses à voir, il y en a plein. Ce n'est pas la peine d'être en face du Mont Blanc ou du Pont du Gard pour avoir des choses à voir. Il y a du patrimoine partout en France.
historique, un petit moulin, un petit calvaire, il y a plein de choses, et environnemental. Il y a plein d'endroits qui ont une richesse environnementale et on ne le sait pas forcément quand on marche. Une pelouse sèche, ça vous semble peut-être anecdotique, mais c'est des milieux qui sont très riches, avec des orchidées, des papillons, etc. Donc avec des moyens relativement réduits, on peut mettre en place des systèmes pédagogiques avec des petits panneaux qui expliquent les territoires sur lesquels on se trouve, qui restent sobres. Il ne s'agit pas d'en mettre tous les 50 mètres, mais voilà des explications qui montrent quels sont les territoires, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on apprend. Et ça permet aux gens de savoir qu'ils sont sur un endroit spécifique, de prendre soin de où ils vivent. Et ensuite, les chemins sont bien tenus grâce à ça. Je vais assez vite. Moi, je vais vite, mais le PowerPoint ne va pas vite. C'est un sabotage. Un point important, découvrir sans déranger. On a envie d'aménager, on a envie, sur notre territoire, on connaît un endroit qui est vraiment chouette en termes de biodie, il y a des espèces, etc. On veut y amener des gens, ça c'est bien. Mais quand on amène des gens, eh ben, ça dérange. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, il faut toujours voilà, se mettre au bon endroit entre la découverte et le dérangement. Il y a des systèmes qui permettent, à peu de frais, d'éviter que les gens ne divaguent, donc ne sortent des chemins et aillent au plus près des espèces pour les déranger. C'est l'exemple de gauche, communauté de communes Ille-et-Cramps en Périgord, qu'on a subventionné pour aménager tout un paquet de petits chemins dans leur commune. Des systèmes de ganivelle, un peu comme on a sur le littoral, qui évitent que les gens sortent du chemin et aillent piétiner. On ne se rend pas compte quand on marche, mais quand il y a 1000 personnes qui marchent, ça écrase et les plantes ne poussent plus, etc. À droite, Blangy-sur-Brel, où là, c'est des aménagements un peu plus conséquents, mais c'est pour voir sans être vu. On est en face d'un plan d'eau avec des oiseaux qui nichent. Et donc, on a des systèmes occultants qui permettent de voir sans être vu. Donc, vraiment bien penser à la question du dérangement quand on amène des gens dans des milieux naturels. On peut déranger des bêtes qui étaient là avant nous et qu'on espère voir quand on ne sera plus là non plus. Alors ensuite, enfin pas nous, on comprend. J'ai du mal avec ce truc. Permettre à tous d'accéder aux espaces naturels, c'est le dernier objectif qu'on peut poursuivre quand on aménage des chemins ruraux. On n'y pense pas forcément parce qu'on pense que c'est des coûts élevés. On a parfois des topographies qui permettent de rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite des chemins sans que ce soit des travaux énormes. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Quand on est en montagne, c'est compliqué. Mais communauté de communes du Pays de Cran, où c'est relativement plat, ils ont aménagé un sentier autour d'un plan d'eau en le rendant accessible totalement au PMR. Parce que la topographie le permettait et parce qu'il y avait assez de place pour aménager un chemin qui n'est pas en enrobé. L'enrobé, c'est imperméable, donc on évite d'imperméabiliser, vous le savez, mais du gravillon compacté assez fin qui permet au PMR de faire le tour. Sur la commune de Cré, autour de le long de la magnifique rivière Drôme. Là, c'est des aménagements un peu plus onéreux, parce que la topographie est un peu plus complexe, avec des plattelages bois, mais accessibles au PMR, sur un linéaire plus court, mais qui rend vraiment service et qui permet vraiment au PMR de découvrir la nature. Voilà tout ce qu'on peut faire quand on aménage des chemins ruraux, et je n'ai pas tout dit, mais c'est les principaux objectifs qu'on peut poursuivre, et j'espère que ça vous donne des idées. Allez. Et non, oh là 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 là. Je termine mon intervention sur le fait qu'on a un patrimoine qui est précieux mais qui est fragile. Je ne le dirai jamais assez. Quand on fait des travaux sur des chemins ruraux, même si ça vous paraît être un patrimoine totalement ordinaire, ça ne l'est pas. Des espaces où la biodiversité elle peut vivre, se reproduire, il y en a très très peu. Donc, à chaque fois qu'on fait des travaux, avant, on regarde ce qu'il y a comme espèce. Ça passe par des inventaires, voir ce qu'il y a comme espèce faune, espèce flore, pour ne surtout pas déranger ou empêcher à des espèces de vivre, alors, parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'endroits où elles peuvent vivre. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, à gauche, c'est la commune d'Épinal qu'on a soutenue pour l'aménagement d'une île sur la Moselle, qui a fait des analyses faune-flore pendant 1 an avant de démarrer les travaux. Bon, c'est des gros travaux, hein, mais pour voir les espèces qui existaient. Un simple lézard, qui vous semble une petite bestiole qu'on voit partout, c'est une espèce protégée, lézard des murailles, donc il faut y prendre soin. Et puis à droite, c'est la petite merveille du nid de la rousserolle effarvate, dans la roselière, qui arrive à faire son nid dans des roseaux, c'est assez exceptionnel. Et donc, voilà, quand il y a des roseaux le long d'un chemin, on ne coupe pas les roseaux à l'époque de nidification, sinon on coupe le nid et après, il n'y a plus de rousserolle. Donc, c'est des éléments importants.
J'en termine pour vous dire que je vous remercie de votre attention, que donc l'appel à projet Sentier de Nature, il est terminé, donc c'est pas la peine de me demander comment avoir des financements, j'en ai plus. Par contre, le CEREMA peut quand même vous accompagner sur toutes les thématiques liées à l'environnement et l'aménagement. Je vous ai mis le lien de notre site sur la diapo. On fait des choses sur la nature en ville, sur les plantations d'arbres en ville, sur les îlots de chaleur, les rafraîchissements, les cours d'école, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur notre site. Et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant que vous avez les clés grâce au CEREMA pour valoriser vos chemins ruraux, vous allez connaître les outils qui ont été adoptés par la loi 3DS pour vous encourager en tout cas à les préserver. Et je fais un clin d'œil très discret à la régie pour changer de clé et envoyer du coup... Bon, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Laurent Etcheverry, je suis chef de bureau à la DGCL, Direction Générale des Collectivités Locales. Et mon bureau s'occupe notamment de domanialité et de voirie. Et donc, à ce titre, il s'occupe, parmi beaucoup d'autres sujets, des chemins ruraux. Donc, je vais vous présenter les apports de la loi dite 3DS, les apports au régime juridique des chemins ruraux. Voilà. Ah, c'est un peu petit, je m'excuse, je pensais que ce serait un peu plus gros. Alors, avant de vous présenter les différents apports, je vais rapidement vous dire quelques mots d'introduction. Donc déjà, pour vous signaler que ces différents articles ne sont pas des nouveautés, on les trouvait dans une proposition de loi qui avait été adoptée par le Sénat, qui malheureusement n'avait pas pu aller jusqu'au bout de la navette parlementaire. On les avait retrouvés dans la loi dite climat et résilience, mais ils avaient été censurés par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce que le Conseil avait considéré que c'était cavalier législatif. Et donc on les a retrouvés une dernière fois, et cette fois-ci pour de bon, dans la loi dite 3DS. Et donc la philosophie globale de ces dispositions, c'est de vous permettre, d'introduire de la souplesse dans la gestion des chemins ruraux, tout en faisant en sorte de préserver leur intégrité. Et donc ces dispositions sont il y en a 5 en gros. La première, donc, son objet, c'est de vous inciter à recenser les chemins ruraux. C'est celle que je présenterai en premier. La seconde, c'est une disposition qui a créé un dispositif d'échange de parcelles sans destruction du chemin rural. Et puis ensuite, il y a eu 3 dispositions, un peu plus. Une première disposition a élargi le champ d'application des contributions spéciales que vous pouvez lever. Une dernière disposition vous a permis de confier l'entretien des chemins ruraux à une association de la loi type 1901. Et puis une dernière disposition a confirmé la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État, qui implique que la désaffectation d'un chemin rural ne peut pas résulter d'une décision du conseil municipal, mais doit se déduire d'une situation de fait. Alors, si j'entre un peu plus dans le détail, donc le recensement encouragé, c'est la disposition qu'on trouve à l'article, je suis désolé, c'est un peu petit, L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime. Je vais vous la présenter directement. Là, j'ai repris le texte de l'article, mais vous pourrez directement consulter le CRPM. Donc, faut pas que j'aille trop vite. Voilà, c'est bon. Donc, cette disposition, elle vise à vous inciter à recenser vos chemins ruraux afin de mieux connaître votre patrimoine. Alors, premier point, évidemment, vous êtes incité à le faire, mais le recensement n'est pas obligatoire. Il est facultatif. Il produit un effet juridique, et c'est là tout son intérêt, c'est qu'il suspend pendant une durée maximale de 2 ans l'effet suspensif de la prescription acquisitive sur ces chemins. Donc c'est par là que vous êtes incité à établir ce recensement.
Un bref rappel, donc les chemins ruraux, comme Mme Larcher l'a dit, font partie de votre domaine privé, donc du coup ils sont susceptibles d'acquisition, ce qu'on appelle d'usurpation, d'une prescription acquisitive par quelqu'un qui ferait des actes de possession continus, paisibles, non équivoques. Et l'effet du recensement de la première délibération, c'est de suspendre l'écoulement de ce délai le temps du recensement. Avec un petit point de vigilance, c'est que le recensement doit être distingué de l'interruption, c'est-à-dire de manière très concrète. Une fois que le recensement prend fin, une fois que vous publiez le résultat du recensement, le délai recommence à courir là où c'était arrêté, il ne recommence pas à courir à zéro. C'est-à-dire, mettons que il y a une différence en droit entre l'interruption et la suspension. Mettons que vous avez un chemin, vous avez un agriculteur qui a commencé à faire des actes de possession dessus, et ça fait, mettons, 10 ans qu'il le fait. Vous faites le recensement. À la fin du recensement, le délai de prescription va recommencer à la 10e année, et il ne va pas recommencer à zéro. D'accord. Et si pendant 30 ans, il l'a cultivé sans que vous ayez rien fait, normalement, s'il fait une action en justice, alors il devra l'établir, mais il peut se voir reconnaître la propriété sur le terrain. Voilà. Il faut qu'il le prouve, évidemment, il faut qu'il le prouve. Il faut qu'il le prouve. Oui. C'est ça, exactement. C'est ça. Et s'il y avait une interruption, une fois le recensement entré en vigueur, le délai d'acquisition aurait recommencé à courir à zéro. C'est-à-dire, dans l'exemple que je prends, vous avez un agriculteur qui, pendant une dizaine d'années, juste avant que vous lanciez votre recensement, a commencé à faire des actes de possession. Il a commencé il a cultivé son champ, il a grignoté sur le terrain. Une fois que le recensement est publié, le délai de prescription, il recommence à courir à la 10e année. Donc, c'est-à-dire, si vous ne faites rien, si l'agriculteur continue à grignoter sur le chemin pendant encore 20 ans, il en devient propriétaire. Il fait une action en justice, mais in fine, il peut en devenir propriétaire. Tandis que si jamais il y avait une interruption du délai, une fois que le recensement se serait achevé, le délai de prescription aurait commencé à 0, non pas à 10, mais à 0. Et donc, c'est au bout de 30 ans, en cas d'inaction de votre part, qu'il deviendrait propriétaire. Et dans le cas de la suspension, le délai recommence à courir là où c'était interrompu. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi qui a établi. C'est la loi qui est très claire là-dessus. Quand vous prenez une délibération pour lancer une enquête publique, pour établir ce tableau des recensements des chemins ruraux, le délai de prescription est suspendu. C'est la loi qui le détermine directement. C'est au bout de 2 ans. Voilà. Mais si au bout de 2 ans, vous mettez en place, en tant que maire, parce qu'il n'y a pas eu le délai de 30 ans, vous mettez en place des signes, un bornage, un courrier demandant d'évacuer ou d'arrêter de cesser son usage intempestif des lieux, à ce moment-là, vous changez le processus et vous n'êtes plus dans une suspension parce que vous relancez le truc à zéro. Voilà. Il faut faire quelque chose de manière manifeste, explicite. Oui, parce que dans ce cas-là, ça enlève le caractère paisible de la prescription acquisitive. Vous allez en fait... En français, ça veut dire... Alors, l'idée de la prescription acquisitive, c'est vraiment... j'ai agi en bon père de famille sur ce chemin rural. Et vraiment, je pensais de bonne foi qu'il m'appartenait. Vraiment, vraiment, pendant 30 ans. Sauf que, faut le prouver, ça. Voilà. Et tant que vous ne l'avez pas prouvé, je veux dire, parce que vous pouvez très bien avoir pendant 30 ans agi en tant que bon père de famille sur ce chemin rural. Si vous ne demandez pas la prescription acquisitive, il reste un chemin rural. Donc, c'est-à-dire que le maire, il peut d'un seul coup mettre un panneau et dire c'est un chemin rural ou faire un bornage. Tant qu'on n'a pas demandé la prescription acquisitive, ça reste un chemin rural. Il faut la demander, la prescription acquisitive.
Ah oui, après, il faut prouver. S'il n'y a pas de document établissant que la mairie ou l'agriculteur en question seraient des propriétaires, donc il y a une espèce de vide juridique qui fait qu'on ne sait pas trop. C'est là où, dès l'instant, c'est un peu le premier qui se manifeste, s'il n'y a pas d'acte permettant de prouver par l'agriculteur qu'il est propriétaire par défaut, si vous faites un bornage avant la période si vous faites un bornage avant la période de 30 ans, en bonne logique, vous avez établi un acte concret qui permet de reprendre toute la procédure à son état initial, donc repartir sur 30 ans, s'il y avait encore une ambiguïté, ce qui, par définition, n'aurait plus le cas. Alors, est-ce que vous voulez qu'on prenne les questions à la fin? Comme ça, on fait toute la présentation, ça pourra répondre aux questions. Et après, on revient sur la prescription acquisitive qui, je pense, va poser beaucoup de questions. Et si on s'arrête maintenant, j'ai peur qu'on y soit encore jusqu'à demain matin. Oui, alors si vous voulez, on revient après sur la prescription. Mais en tout cas, notez que cette disposition, elle était vraiment attendue par l'AMF. Et que vraiment, ça vous permet de mettre pause. Vous voyez ça comme un film que vous regardez, vous mettez pause. Et puis après, bah, c'est vraiment... Comme vous voulez, hein, sinon on prend les questions, mais ça vous permet de... Oui, alors, moi, je vous propose, si tout le monde est d'accord, qu'effectivement, on finisse la présentation. Alors, Et après, on prend toutes les questions. Du coup, okay. Donc, sur le recensement. Ouais. C'est bon, ok. Sur le dispositif, bon, je vais aller assez vite pour ne pas y consacrer trop de temps et vous permettre de poser des questions. Donc, c'est un dispositif en 2 temps. D'abord, vous prenez une délibération par laquelle vous établissez votre volonté de faire ce recensement. C'est cette délibération qui suspend la prescription acquisitive. Ensuite, il y a une enquête publique. Et puis, dans un délai maximal de 2 ans, vous prenez la délibération par lequel vous affichez le résultat du recensement et le tableau récapitulatif des chemins ruraux sur votre commune. S'agissant de l'enquête publique, c'est bon. Elle est détaillée dans le CRPM, je vais aller assez vite sur les slides. C'est des modalités assez classiques auxquelles vous êtes habitués dans les différentes enquêtes publiques que vous pouvez faire. Ce qu'on peut noter, c'est que la durée de l'enquête publique est très variable. Ça peut aller entre 15 jours et 18 mois, ce qui va mettre en lien avec les 2 ans de suspension de la prescription acquisitive. Donc vous n'avez pas à saisir le tribunal administratif, contrairement à une enquête publique code de l'expropriation. C'est vous-même qui désignez un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Donc évidemment, il y a un registre qui est à votre mairie pour que les uns et les autres puissent donner leur avis. Donc il y a également des avis qui doivent être publiés dans 2 journaux diffusés dans le département pour annoncer que cette enquête publique a lieu. Et puis donc il y a un dossier d'enquête, bien évidemment, avec le dossier d'enquête contient le tableau, le tableau que vous avez établi des chemins ruraux qui est soumis à enquête publique. Et puis à la fin, il doit, comme pour toute enquête publique, avoir un avis motivé du commissaire enquêteur. Et ceci se termine donc par la délibération par laquelle vous publiez le tableau définitif des chemins ruraux. Ça, c'est pour le recensement. Maintenant, pour l'échange sous condition. Donc ça, c'est le second dispositif qui a été adopté par la loi 3DS, qui, encore une fois, je le répète, n'est pas une nouveauté au sens où c'est un dispositif qu'on avait déjà vu dans différentes lois, même si elles n'avaient pas pu entrer en vigueur. Donc ce dispositif est codifié, pareil, au CRPM, à l'article 161-10-2. Donc l'idée de ce dispositif, c'est, on va dire, de contrer il faut quand même appeler les choses comme elles sont, la jurisprudence traditionnelle du juge administratif, qui interdisait toute cession d'un chemin rural si celui-ci n'avait pas été au préalable désaffecté. Et la désaffectation résultait une situation de fait. Donc, du coup, ça a entraîné un gel de cette procédure. Et donc, du coup, le législateur a introduit un dispositif qui vous permet d'échanger une parcelle contre une autre, à condition que l'échange de cette parcelle garantisse la continuité du chemin rural et donc sa préservation. Alors, les conditions pour cet échange sous condition,
D'abord, donc, ce que je viens de dire, l'échange doit aboutir à une modification du tracé du chemin rural et non pas à sa disparition. L'idée, ce n'est pas de supprimer un chemin rural, c'est vraiment de permettre de modifier son tracé, mais tout en garantissant sa continuité. Donc, il doit y avoir, dans l'acte d'échange, il doit d'ailleurs y avoir des clauses qui permettent de garantir cette continuité. Ensuite, parmi les autres conditions, ça doit être par là. C'est bon. Donc, le chemin de remplacement doit respecter, j'ai employé le terme du code, la largeur et la qualité environnementale du chemin d'origine. Et les avantages de cette procédure, donc j'en ai parlé au début, il n'y a pas d'obligation de désaffectation du chemin remplacé. Ça, c'est le premier avantage. Et le second avantage, c'est qu'il y a des modalités de consultation du public qui sont allégées. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire une enquête publique en bonne et due forme. Il faut juste, entre guillemets, que vous mettiez à disposition en mairie pendant 1 mois le dossier, c'est-à-dire le plan du chemin de remplacement. Il doit y avoir un registre à disposition en mairie, un affichage, et tout ça pendant 1 mois. Avec un point d'attention, pour les communes de plus de 2000 habitants, vous devez recueillir l'avis de la DDFiP, la Direction départementale des finances publiques, comme pour une vente. Donc ça, c'est le second dispositif. Dans le cadre d'un échange, on peut demander une indemnisation, par exemple, de la part de l'agriculteur ou pas? Enfin, vous dire, est-ce que l'agriculteur peut vous demander une indemnisation? Moi, par exemple, j'ai un agriculteur qui est un chemin rural, qui a planté sur un chemin rural. Donc, si on conteste évidemment l'affaire en disant que c'est le chemin rural, qu'on procède à un échange, lui, pendant 20 ans, il a eu un bénéfice sur ce chemin rural. Qu'en est-il? Est-ce que la question? Alors, non, pour moi, c'est indépendant de la procédure d'échange. Si vous considérez que vous avez subi un préjudice du fait de son occupation de fait de la parcelle, vous devez aller le voir et essayer de régler ça à l'amiable et ensuite entamer une action en responsabilité. Mais c'est indépendant de la procédure d'échange. Ah. Bon. C'est la fin de journée. La rose est belle. Bon, je peux vous présenter peut-être par oral les 3 derniers dispositifs. Donc, le troisième dispositif qui a été pris pour faciliter la gestion des chemins ruraux, c'est tout simplement de permettre à une association loi de 1901 d'assurer l'entretien du chemin rural. Donc, jusqu'à maintenant, c'était soit la commune, soit éventuellement une association syndicale autorisée. Et donc, ce que la loi 3DS a permis, c'est, si une association type loi 1901 est intéressée, de vous permettre par convention de lui confier l'entretien du chemin, et sans d'ailleurs que ça vaille reconnaissance de votre part de l'obligation d'entretenir le chemin ad vitam aeternam. Ça, c'est le second dispositif. Le troisième, c'était le troisième. Le quatrième, c'est sur les contributions spéciales, voilà, dont Madame Larcher parlait. Donc, en fait, la loi 3DS a élargi un petit peu le champ d'application de cette disposition. C'est-à-dire qu'avant, ces contributions pouvaient être levées en cas de contribution anormale et auprès de certains utilisateurs du chemin bien spécifiques. Et la loi a levé ces conditions. Maintenant, vous pouvez le faire auprès de tout utilisateur. Et la loi prévoit bien, elle précise bien que ce sont des utilisateurs réguliers, occasionnels, donc tout utilisateur du chemin rural. Et il n'y a plus de conditions, en tout cas expressément, tenant à l'anormalité du préjudice. Donc c'est quand même une simplification assez importante. Par contre, au niveau procédural, donc ce que vous a présenté Madame Larcher tout à l'heure reste en vigueur. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vous rapprocher de l'utilisateur pour essayer de vous mettre d'accord avec lui. Et c'est seulement si faute d'accord que vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Donc ça reste une procédure qui est quand même un peu lourde. Et la dernière disposition, et j'en finirai là, alors qui cette fois-ci ne va pas dans le sens d'un assouplissement, mais qui au contraire est fait qui montre bien à quel point les chemins ruraux sont un élément important et l'intérêt général qui s'attache à leur conservation, c'est que le législateur est venu confirmer que la désaffectation d'un chemin rural ne pouvait pas résulter d'une décision d'une commune. Donc, autrement dit, concrètement, si vous souhaitez vendre un chemin rural, vous ne pouvez pas prendre une décision par laquelle vous allez déclasser ce chemin rural. Il faut que, par l'usage du temps, ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Et c'est d'où l'intérêt de la procédure d'échange de parcelles, puisque cette procédure d'échange n'est pas conditionnée à la désaffectation préalable du chemin qui est échangé. C'est un non-sens complet. On est bien d'accord que les chemins ruraux, c'est des propriétés privées des communes. Et là, aujourd'hui, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas en jouir pleinement. Et ça, c'est un peu surprenant. Ça me fait penser à la loi sur l'eau et le transfert obligatoire, qui pose débat aussi. Voilà. On parle juste de désaffectation. Oui, est-ce que vous voulez qu'on ouvre les questions avec la salle comme ça? Merci en tout cas, monsieur Tchéveï. Je vous remercie de votre attention. Franchement, double applaudissement parce que il n'y avait vraiment pas la technique qui suivait derrière et c'est de la faute à personne. Mais voilà, merci beaucoup. Ok, on va prendre les questions. Dans le sens que disait monsieur, parce que c'est exactement la même remarque que je me faisais, c'est que le principe, c'est que la distinction entre une voie communale et un chemin rural, c'est que l'un est incessible, donc a contrario, l'autre est cessible, donc peut-être vendu en clair. Donc en mettant cette notion de désaffectation de fait, ça veut dire que l'on rend incessible le chemin rural que l'on aurait déterminé comme tel, au même titre qu'une voie communale, sauf usage pendant 30 ans, si j'ai bien compris. Ça, je vous l'accorde, que c'est la disposition qui a été adoptée dans la loi 3DS qui contraint les élus sur la vente. Et ça, on est complètement d'accord. Parce que les législateurs, en fait, quand il a adopté ces dispositifs, il les a adoptés pour conserver les chemins ruraux. Et le but, c'est qu'on arrête de perdre nos chemins ruraux. Et donc, il a pris cette disposition qui, en effet, complexifie la vente. Mais s'il y a un usage du chemin rural, c'est bien qu'il est utile. Et donc, après, à partir du moment, excusez-moi, mais d'un point de vue strictement juridique, dès l'instant où on fait le recensement, admettons que l'on oublie de recenser un chemin. Il n'a pas le statut de chemin puisqu'il n'a pas été recensé, donc il devient cessible. Oui, mais dans votre tableau, si vous n'avez pas, le tableau, il n'est pas exhaustif. L'idéal, c'est de faire un tableau le plus complet possible. Mais en effet, il y a des voies parfois qu'on découvre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de données quantitatives précises sur les chemins ruraux. C'est qu'on ne connaît pas ce patrimoine. On estime qu'on avait 1 million, qu'on en a perdu 200 000, qu'il nous en reste 800 000, mais ça, on ne le sait pas. Nous, on vous encourage à préserver ce patrimoine parce qu'on sait depuis que le Covid, le tourisme vert, il a explosé. Et même pour vos communes rurales, ça contribue à la beauté de vos communes rurales. C'est plus bucolique. Il y a de plus en plus de cyclistes, il y a de plus en plus de randonneurs, il y a de plus en plus de cavaliers. Et il faut protéger ces chemins ruraux. Je comprends que cette disposition contraint les élus dans la vente. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, elle a été prise pour préserver les chemins ruraux. Par contre, les 3 autres dispositifs... Pardon ? Préalablement à la loi 3DS, les communes présentaient à leur conseil municipal un plan des chemins ruraux, il y avait des délibérations, et dès l'instant que ces délibérations étaient prises et non contestées par le contrôle de légalité, les chemins étaient des chemins ruraux reconnus comme tels. Voilà. Même s'il y en a qui les exploitaient depuis 40 ans, voilà ce qu'il y avait préalablement à la loi 3DS. Alors, sauf la délibération, elle aurait tombé parce qu'à partir du moment où il y a une demande de préemption, à partir du moment, alors on va retourner justement sur les questions d'acquisition prescriptive. L'acquisition prescriptive, elle se fait quand on occupe de façon paisible, continue, non équivoque pendant plus de 30 ans le chemin rural. Par ailleurs, si on ne la demande pas, le chemin il reste rural. D'accord ? C'est si on la demande qu'on perd la propriété du chemin et que le propriétaire devient... voilà. Mais il faut la demander. C'est-à-dire que imaginons pendant 50 ans,
j'ai utilisé, moi, riverain, en bon père de famille, le chemin rural, et qu'au bout de 50 ans, la commune, elle décide de faire un enrobé, et hop, c'est un chemin rural, la commune, en fait, ça reste dans son patrimoine, puisqu'elle n'a pas été demandée, la prescription acquisitive. Il faut la demander, la prescription acquisitive, elle n'est pas due. Il faut vraiment faire un acte pour la demander. C'est le premier qui demande. Et par contre, il faut qu'il approuve. Hein. Et alors, l'approuver, une prescription acquisitive, parfois, ça peut être très complexe. Parce qu'il suffit qu'il y ait un usager qui dise « non, mais moi, en fait, tous les ans, je l'emprunte, il y a de la fréquentation. » Et dans ces cas-là, elle n'est pas publique, elle n'est pas non équivoque. Donc, elle tombe. La prescription acquisitive, certes, à mon avis, elle contribue au fait qu'on ait perdu des chemins ruraux, mais elle n'est pas si simple non plus à définir. Donc, je peux comprendre qu'elle pose des questions juridiques et je peux comprendre que ce soit complexe à intégrer, mais il faut vraiment comprendre que la possibilité de faire un recensement et de mettre sur pause cette prescription acquisitive, c'était vraiment attendu par l'AMF. C'était vraiment un dispositif qui était attendu par l'AMF parce qu'elle permet, là, jusqu'à la fin de votre mandat, vous pouvez lancer ce recensement et vous pouvez vraiment agir de façon... Enfin, le législateur vous a quand même donné un outil pour... déjà faire un peu le tri dans vos chemins ruraux, de vous encourager à faire le recensement, et puis au moins pendant 2 ans, vous vous soulagez de ces actions de prescription. Je ne vous ai pas convaincu, je le vois. Madame. Oui. Bonjour, c'est pas vraiment une question, c'est un complément d'information. Olivier Bourreau du programme Base Adresse Locale à NCT. C'était pour vous préciser que dans le cadre de l'opération numéro 1 que M. Etcheverry vous a présenté de recensement, les bases adresses locales peuvent vous être d'une grande utilité parce que sur les bases adresses locales, vous pouvez renseigner tous vos chemins ruraux. Donc ça peut vous permettre aussi de préparer votre délibération de recensement derrière. Donc voilà, ça peut être d'une grande utilité au-delà de la publication de vos adresses, de cibler tous vos chemins ruraux pour préparer ensuite votre délibération de recensement. Merci. Question vraiment certainement naïve, parce que je ne connais pas très bien le sujet, mais je voulais savoir en termes de cadastre, quel était le degré de connaissance au niveau national des chemins ruraux. Déjà, si on part vraiment d'un... J'ai l'impression que les élus ne savent pas vraiment forcément, parce qu'il y a eu tellement d'usages différents, etc. Donc je voulais savoir s'il y avait une photographie à l'instant T. Et par ailleurs, je voulais faire remonter un cas que j'ai en tête d'un agriculteur qui utilise un chemin rural pour notamment mettre une barrière pour que ces vaches puissent passer. Et moi, en tant que promeneuse, je me suis souvent demandé, parce que je pouvais même plus aller, je pouvais plus continuer mon chemin à moins d'escalader la barrière, et ça me semblait être un chemin communal. Mais je me demandais justement si dans ce cadre-là, l'agriculteur en question pouvait justifier, faire cette prescription acquisitive, alors que même s'il y a 3 promeneurs par an, ça me semblait assez fou. Alors, sur la première question sur les cadastres, comme j'expliquais en introduction, mais je suis allée très vite dessus, et vraiment, je vous alerte sur ce point, le cadastre, c'est un document administratif. C'est un document fiscal, il n'a pas de valeur tangible, ce n'est pas un document juridique, et le juge, il ne va jamais se baser uniquement sur le cadastre pour dire c'est un chemin rural. Et les cadastres, ils ne sont pas à l'instant T, en fait, c'est une photographie qui n'est pas... il faut faire un vrai travail d'archivage, il faut faire son recensement, il faut vérifier les actes notariés, il faut prendre des témoignages. Alors, le recensement, vous pouvez vous faire accompagner d'associations. Alors, je sais que ça fait tiquer, mais en vrai, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément d'associations qui ont intérêt à ce que les chemins ruraux ils soient préservés. Les randonneurs, les chasseurs, je suis désolée, ils sont sur le territoire, ils sont prêts à vous aider. Il y a plein d'assos. Il y a le Code Vert. En fait, c'est le travail difficile d'archivage. Et c'est là où parfois des cartes postales, des témoignages. Alors oui, le cadastre, ça fait partie d'un faisceau d'indices, mais vous ne pouvez pas vous baser uniquement dessus. Il faut vraiment se méfier. Et oui. Détermine si la documentation qu'on a réunie est juste. À partir du moment où, par exemple, l'élu estime que c'est un chemin rural et que c'est attaqué, ça va passer au juge, et c'est le juge qui va déterminer. C'est lui qui va déterminer si c'est effectivement un chemin rural ou un chemin privé ou un chemin d'exploitation ou une voie communale. Je n'ai pas fini de répondre à la dame par rapport à la barrière sur le chemin rural. L'accaparement d'un chemin rural, c'est interdit. Et comme j'expliquais, vous avez un pouvoir de police, vous devez assurer la préservation, la sécurité, la salubrité et la conservation du chemin. Un agriculteur, il n'a pas droit de mettre une barrière, c'est interdit, donc mise en demeure, arrêté, etc. Il n'y a pas droit. Un chemin rural, il est ouvert à l'usage du public, c'est son critère d'identification. C'est le domaine privé de la commune, il est ouvert au public et il n'est pas classé en voie communale. Si un agriculteur met une barrière,
Et ben, dans ces cas-là, il faut vraiment aller voir l'agriculteur, faire une mise en demeure, lui faire une petite lettre si on n'est pas envie de rentrer dans le conflit. Mais dans tous les cas, il n'a pas droit. Voilà. Alors, une question sur l'échange, parce que moi, la problématique que j'ai sur les chemins ruraux, c'est qu'avec les années, ils ont bougé, ils ne sont plus dans leur assiette. Et tant qu'on reste avec des échanges de parcelles entre personnes qui habitaient la commune, cette histoire reste. Et puis, on a des nouveaux habitants qui arrivent et qui délimitent leurs parcelles. Et si le chemin passe sur leurs parcelles, la bloque, l'assiette d'origine étant à 10, 15, 20 mètres et étant bouffée par la végétation. Est-ce qu'à ce moment-là, le maire peut décider de l'échange et transmettre l'ancien chemin au nouveau propriétaire, ou est-ce qu'il est condamné à revenir sur l'ancienne assiette aux frais de la commune ? Vous avez cette possibilité d'échange qui a été offerte par la loi 3DS. Vous pouvez faire l'échange, ou à la rigueur, si vous récupérez l'assiette initiale, vous faites appel à un géomètre expert et vous faites un bornage. Oui, mais derrière la notion d'échange, est-ce que c'est une décision unilatérale ou est-ce qu'il faut être en accord avec le propriétaire de la parcelle ? Et oui, et donc c'est là que ça bloque. Oui, mais dans tous les cas, s'il y a une... C'est vraiment du sabotage. Oui, l'échange, bien sûr, faut qu'il y ait un accord amiable pour faire l'échange. En revanche, là, vous soulevez la problématique, c'est qu'il existait un chemin rural. Il existait, donc il vous appartient. Oui, il n'est plus dans son assiette, mais en fait, c'est à vous, dans ces cas-là, d'établir un bornage via un géomètre expert pour redéfinir le chemin rural. C'est clair. Et à nos frais. Ouais. L'idéal, c'est vraiment, dans ces cas-là, de procéder à l'échange, qui vous permet en plus de ne pas faire d'enquête publique, juste un affichage. Et par contre, oui, ça nécessite d'avoir des échanges avec le propriétaire. Est-ce que... En fait, normalement, dans l'acte notarial, le chemin il devrait être indiqué comme chemin rural, il ne devrait pas être indiqué dans la parcelle du propriétaire. Après, les actes notariés, parfois, il y a des erreurs dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que les actes notariés, c'est comme pour le cadastre, ce n'est pas forcément un des éléments, un des faisceaux d'indices, mais ce n'est pas un élément. On ne peut pas invoquer la prescription acquisitive dans l'autre sens ? Madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais on va vous nommer parce que vous posez beaucoup de questions. Christine Lelot demandait si on pouvait justement faire une prescription acquisitive dans l'autre sens. La prescription acquisitive, elle est possible aussi pour la commune, comme on le disait. En fait, la commune, si elle agit en bon père de famille pendant 30 ans, la prescription acquisitive, elle n'est pas que pour les propriétaires riverains, les agriculteurs, etc. Le maire aussi, il peut demander la prescription acquisitive si pendant 30 ans, de manière non équivoque, continue, paisible, publique, il a occupé le chemin privé. Et ça, c'est possible. Vous pouvez aussi faire des demandes de prescription acquisitive sur des chemins ruraux. Oui. Bonjour. On vient de finir le recensement. On a à peu près 400 km de chemin. Oui, et autant d'ennuis. On fait suite à des remembrements de 95. Donc on est à peu près dans la prescription. Donc on a délibéré en extrême limite par rapport au remembrement de 95. On a des chemins, je reviens sur la notion de désaffectation de fait, qui, même s'ils sont bornés, donc propriété communale en cas de remembrement, alors quelquefois marqué chemin d'exploitation suite au remembrement, c'était à chaque fois le classement, n'existent plus du tout. Mais alors plus du tout, ils sont intégrés dans les parcelles. C'est-à-dire que le remembrement les a classés chemin d'exploitation, ça n'a pas été suivi par délibération en 95 par le conseil municipal, l'agriculteur l'a entièrement mangé. Donc il n'existe plus en tant que chemin, il est bien propriété privée de la commune parce qu'il est borné. Est-ce qu'on doit le faire apparaître quand même dans le tableau des chemins ruraux pour le vendre après ? Ou est-ce qu'on ne le fait pas apparaître dans le tableau en se disant de toute façon il est désaffecté de fait et on voit entre guillemets à l'amiable pour le vendre pour l'euro symbolique ou pas d'ailleurs ? Après, il faut comprendre qu'un chemin rural qui est désaffecté de fait, c'est pas pour autant que le foncier quitte le patrimoine privé de la commune. On est d'accord. Le patrimoine privé, vous le conservez. En fait, c'est même une stratégie foncière, c'est un choix à vous. C'est un choix, alors je ne sais pas si c'est un choix à faire, mais en tout cas, ce patrimoine, normalement, il vous appartient toujours. Mais il n'est plus chemin rural, on est d'accord.
Comment? Il n'est plus chemin rural de fait. Bah, il est plus chemin rural de fait parce qu'il n'y a pas d'usage. Donc est-ce qu'on le laisse dans la délibération des chemins quand même, hein? Bah, en fait, c'est à vous, c'est une stratégie foncière à faire. C'est soit vous décidez que ça reste une parcelle de la commune, soit il est désaffecté, donc là vous pouvez le vendre. Parce qu'il est Oui, désaffecté pour de une fait. fois, on peut le vendre plus facilement Oui, parce que que dans là, le cas. Donc là, on n'a pas oui, intérêt de le faire apparaître dans la délibération de chemin. Bah, après, c'est votre stratégie. Est-ce que vous voulez préserver le chemin rural ou est-ce que vous voulez le S'il vendre? n'y en a plus depuis 35 ans, au bout d'un moment, on Et va si vous en avez se 400 rendre compte à kilomètres être pragmatique quand même, quoi. Voilà. D'accord. Merci madame. Alors moi j'ai un autre cas un petit peu particulier aussi, donc Guy Dailleux, maire d'une petite commune rurale de 350 habitants. La compétence voirie était transférée en partie à notre agglo. Alors on a gardé la compétence voirie pour les bourgs et par contre normalement toute la compétence voirie est transférée à notre agglo pour tout le reste. Donc pour les chemins ruraux, revêtus ou non. Mais avec une particularité, c'est qu'il faut qu'ils soient ouverts à la circulation. Et qu'est-ce qu'on attend par circulation? Et à cette époque, ils n'ont pas mis dans les statuts, mais ils l'ont mis dans une petite annexe que pour eux, ça devient ouvert à la circulation s'il y a un tracteur qui passe, s'il y a une voiture qui passe. Or, on a des dégradations sur certains chemins où il y a des bois. Et donc, nous, on a fermé ce chemin-là avec un arrêté, je l'ai fermé, parce que 2 fois il a été dégradé par des sylviculteurs. Et il faut qu'ils viennent chercher la clé à la mairie quand ils veulent enlever le bois. Et du coup, je me dis, puisque j'ai fermé, il n'est plus ouvert à la circulation. Mais si j'ai ouvert à la circulation, il est dégradé et personne ne paye. Parce que c'est compliqué de savoir qui a dégradé. Parce qu'il y a plusieurs exploitants forestiers. Votre délib, déjà, de base, ça ne va pas. L'arrêté, vous voulez dire, oui. L'arrêté, il ne va pas de base. Oui. Parce Alors, qu'on comment ne peut pas dire ce chemin rural, il m'appartient s'il n'a pas d'usage. Parce que la définition du chemin rural, c'est qu'il est affecté à l'usage. Il y a un usage, mais ils viennent chercher la clé. Il y en a qui le respectent pour ouvrir, pour pouvoir enlever le bois. Mais si je laisse ouvert, il est dégradé, systématiquement. Oui, mais le chemin rural, c'est comme, en fait, il faut le voir comme un service public. Il faut qu'il soit à l'usage du public. On ne peut pas le fermer, en fait. Oui. Je sais pas si vous voulez rebondir dessus. Alors, et puis je complète ma question. La distinction que vous faites entre un sentier pédestre et un chemin rural ouvert à la circulation? Est-ce qu'il y a une distinction? Ok. Notre agglo fait une distinction. Ah si, bien sûr. En fait, les chemins de randonnée, surtout quand ils sont inscrits au plan plan départemental, c'est des chemins ruraux. Parce qu'il y a de l'usage, en fait. Après, comme je vous expliquais, tout ce qui est, quand on parle de sentiers, quand on parle de voies vertes, quand on parle de voies douces, quand on parle de... Ça, c'est des labellisations. En fait, ce que le juge il va vraiment regarder, c'est ce que je vous ai dit quand il y a les 3 catégories. Est-ce qu'il est la propriété privée de la commune? Est-ce qu'il est est-ce qu'il est affecté à l'usage du public? Et est-ce qu'il est classé ou non en tant que voie communale? Si votre chemin, il est à l'usage du public parce qu'il est classé comme chemin de randonnée, est-ce qu'il appartient à la propriété de la commune? Ça, c'est à vous de faire le travail d'archivage. Et est-ce qu'il est classé en voie communale? Je ne pense pas. Donc en fait, il y a de fortes chances quand même que ça soit un chemin rural. Alors, la difficulté, je m'explique encore, j'espère que je vais être clair. Si les sentiers pédestres, ce n'est pas PDIPR, il est de la responsabilité de la commune. S'il est PDIPR classé, c'est l'agglo qui paye en cas de dégradation. S'il n'est pas PDIPR, c'est la commune qui paye. Or, ce chemin-là, il n'est pas PDIPR. Donc, s'il est abîmé, c'est la commune qui paye. Plusieurs milliers d'euros à chaque fois pour une petite commune. S'il est PDIPR, c'est la communauté de... Enfin, c'est l'agglo. Vous voyez les différences délivations juridiques. très bizarres sur votre Ah commune. oui, on est une agglo très bizarre avec quelqu'un d'un peu connu que je ne nommerai pas, qui défraie un peu la Elle est chronique. où votre commune, s'il vous plaît? Cernusson dans le Maine-et-Loire. Il y en a qui pourront identifier l'agglo concernée. Est-ce qu'un sentier peut être à la fois chemin rural et PDIPR? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, il y a même beaucoup de chemins ruraux qui sont PDIPR. Enfin, et d'ailleurs, le fait que ça soit inscrit dans les chemins de randonnée, et là, par contre, c'est une vraie présomption d'usage du public. En fait, sentier, c'est ce que je vous expliquais, c'est du langage courant. Mais en fait, c'est soit un chemin d'exploitation, soit un chemin rural. En fait, le sentier, ça n'a pas vraiment de définition juridique. C'est un chemin piéton. Alors, s'il est la propriété de la commune, s'il est affecté à l'usage du public et s'il n'est pas classé en voie communale, c'est un chemin rural. Oui, en fait, c'est un plan. C'est un classement départemental. Oui, c'est le classement des. Oui. Après, il y a des voies. Il y a le petit PR, il peut aussi passer sur des voies privées. Avec des conventions.
Est-ce qu'un échange de chemin doit être confirmé par un acte notarié ou pas? Est-ce qu'un échange de chemin doit être confirmé par un acte notarié? Il n'y a pas de règles spécifiques. Enfin, le code prévoit pas de règles spécifiques en la matière. C'est les règles classiques. Pardon. Le code prévoit pas de dispositions spéciales en la matière sur vraiment l'échange de chemin rural. Donc c'est les règles classiques qui s'appliquent en cas d'aliénation d'un bien du domaine privé de la commune. J'avoue que de tête, je ne les connais pas, mais pour le coup, c'est vraiment le droit commun qui s'applique, quoi. Il faut... Alors l'échange n'est pas un acte unilatéral, ça c'est sûr, donc c'est une convention en bonne et due forme. Et ensuite, c'est les règles de droit commun qui s'appliquent. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'un chemin rural qui est utilisé par un privé, par un agriculteur, de plus de 30 ans, et que ce terrain est vendu, où il y a le chemin, se vend, est vendu et acheté par un autre propriétaire, est-ce que ça repart à zéro ou est-ce que les 35 ans sont tenus compte? C'est avec le nouveau, dit ça y est, les 35 ans, moi j'achète tout, donc, et le chemin avec. Mais le chemin serait vendu par qui? Par l'agriculteur qui l'utilise depuis 30 ans. En fait, d'accord. Voilà, tout à fait. Il vend sans avoir fait sa demande. Sans avoir fait la demande. Hein. Non, théoriquement, oui, la vente est illégale. Il revend sa surface à lui et le chemin rural est toujours de la propriété privée de la commune. Oui, non, théoriquement, la vente est illégale puisqu'il n'a pas fait reconnaître son droit de propriété à supposer qu'il en est un. Et je voulais juste rajouter une chose sur ces problématiques d'atteinte à l'intégrité des chemins ruraux par des agriculteurs ou des riverains. Alors, bon, je sais que c'est l'arme atomique, en tant que maire, vous serez très réticent à l'utiliser, c'est vraiment en dernier recours, mais n'oubliez pas que des atteintes à l'intégrité d'un chemin rural, d'un bien du domaine privé, potentiellement, c'est des infractions pénales, quoi. Donc vraiment, en dernier recours, si ça ne s'arrête pas, voilà, vous pouvez le menacer ou aller jusque-là, quoi. Parce que c'est sûr que si vous ne faites rien, année après année, le délai de 30 ans va être constitué et donc vous allez perdre ce chemin, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de communes, dans la mienne, où quand il y a du débardage de bois, on essaye de faire un état des lieux avant, vis-à-vis du débardeur. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on ne le connaît pas toujours. Mais on le découvre mais dès qu'on découvre un débardeur, on va voir et on essaye de faire un état des lieux, de façon ensuite à se retourner pour obtenir la réparation du chemin. Non, mais quand on est averti, effectivement. Mais des fois, en se promenant, on s'en rend compte aussi. On l'entend. J'ai une question sur le début de votre intervention, quand vous avez bien séparé chemin d'exploitation, chemin rural. Nous, on a des chemins d'exploitation privés, domaine privé de la commune. Parce qu'on a racheté, la commune a racheté des chemins d'exploitation. Donc, ils ne sont pas au recensement des chemins ruraux. Donc, est-ce qu'ils sont chemins ruraux de fait, non recensés? Ou est-ce qu'il faut qu'on les recense? En fait, ils ne sont plus chemins d'exploitation. Parce qu'un chemin d'exploitation, il appartient aux exploitants. Et là, le chemin d'exploitation, il appartient à vous. Donc, il est au patrimoine privé de la commune, il y a de l'usage et il n'est pas classé en voie communale. Donc, c'est un chemin rural. Et ce n'est pas parce que sur le cadastre, il y a marqué chemin d'exploitation que c'est un chemin d'exploitation. Donc, en fait, juridiquement, c'est un chemin rural. Donc, les chemins d'exploitation privés du domaine privé de la commune sont des chemins ruraux. Oui, en fait, la commune, elle n'a pas de chemin d'exploitation. La commune, elle a des chemins ruraux, basta. De toute façon, si la commune l'a acheté, vous avez un numéro de parcelle. Oui, non, mais c'est... Donc, à partir du moment où il y a le chemin... Le problème, moi j'ai l'ambiguïté même dans la commune, les chemins n'ont pas de numéro de parcelle. Donc, on ne sait pas s'ils sont ruraux ou... Non, mais nous, tout est au cadastre. Hein, nous, non, mais c'est au cadastre. Mais au cadastre, on ne sait pas. Donc, des chemins ruraux, c'était... On ne sait pas. Au cadastre, on ne sait pas. Moi, tout est au cadastre. Et sur le cadastre, on ne sait pas s'il est exploitation ou rural. Oui, il ne faut pas se fier au cadastre. Le cadastre, il n'est pas à jour, c'est pas Et après, l'instant T. quand on vend, quand on fait des opérations immobilières ou qu'on vend, on récupère un numéro de parcelle, ce qui simplifie énormément les rapports. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus de discussion. Madame ? Oui, merci. Nous avons pris un arrêté pour interdire l'usage d'un chemin rural aux engins motorisés. Nous en avons le droit ?
Alors, ça dépend. Si c'est fait en vertu de vos pouvoirs de police de conservation, parce que les véhicules identifiés endommagent, leur passage endommage le chemin rural, c'est possible. En fait, il ne faut pas que votre arrêté il soit si contraignant qu'il empêche la circulation de tous les véhicules. Et, voilà. Sauf les riverains, hein, sauf les agriculteurs. Voilà, mais il faut vraiment, en fait, là, Oui. c'est le juge qui s'il est il est attaqué, il faut vraiment, faut que ça soit justifié par des motifs vraiment de conservation. Ah bah non, le chemin rural, il n'est pas forcément carrossable, il est rarement bitumé. Et donc non, en fait, il y a des chemins ruraux, il n'y a qu'un piéton qui peut passer. Non, à la campagne. Oui, oui. Bah, la moto, si elle peut passer, sauf arrêté contraire, elle peut passer, c'est l'usage du public. Après, c'est à vous de prendre un arrêté pour assurer la conservation du chemin et de dire... la moto. Après, je suis consciente qu'on ne peut pas mettre un gendarme à chaque chemin rural, hein, mais en l'occurrence, les quads et les 4x4. Les quads, voilà. Et on sait aussi que les engins agricoles, en ce moment, il y a une expérimentation sur les 48 tonnes de betteravière. On se doute bien que sur un chemin rural, ça ne fait pas de cadeau. Donc là, on vous encourage au contraire à prendre des arrêtés pour limiter les tonnages, quoi. La limitation de tonnage, c'est un bon arrêté parce que ça, vous êtes sûr de ne pas être attaqué. Alors, ouais. Il faut que ça soit un écoulement naturel. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Alors ça, ouais, je suis consciente que la gestion de l'eau, c'est une vraie question, mais alors moi, je suis complètement incompétente et il y a eu plein de débats sur l'eau, mais je serai incompétente pour ce débat-là. Je suis désolée. L'écoulement naturel. Il va falloir qu'elle soit, on la puise dans les nappes, hein, que ce soit une source ou un forage, c'est toujours alimenté par une nappe. Et si on ne fait pas ce qu'il faut pour effectivement garder l'eau là où elle est, on va vers de très graves problèmes. Et ça, je pensais un petit peu que vous alliez me répondre ça. J'espérais que ça allait changer, mais je pense qu'il faut que le législateur s'en préoccupe. Et très rapidement, parce que c'est pour l'eau potable, mais c'est aussi dans le cadre de la GEMAPI et donc de la lutte contre les inondations. Oui, alors on a un département à l'AMF qui gère cette problématique. Donc si vous voulez, après le point info, je pourrais vous donner leurs coordonnées, parce que je pense qu'ils travaillent dessus. Oui, avec plaisir. Voilà. Mais en tout cas, j'entends, mais je ne suis pas en capacité de répondre. J'ai juste une question. En mairie, en ce moment, nous avons énormément de demandes de déclassement de chemin rural, en fait. Donc les propriétaires riverains souhaitent acquérir. Et donc, j'ai bien compris, donc il y a cette prescription acquisitive, il faut qu'ils passent par cette procédure-là. Ou est-ce que la commune doit accepte le déclassement? Et la question aussi, il y a des personnes qui demandent des déclassements parce que le chemin a été déclassé dans les années antérieures, il y a longtemps, sur le haut, sur le bas, et il reste un truc au milieu qui est plus accessible, et donc la personne dit maintenant le chemin ne sert plus à rien puisqu'on ne peut pas l'emprunter en bas, on ne peut pas l'emprunter en haut. Moi j'ai le bout du milieu, je le récupère. Et du coup, on est en incapacité de répondre, et là-dessus, je n'ai pas tout bien compris sur la prescription acquisitive en fait. Alors, vous voulez répondre ou j'y vais? Ok, parfait. Alors, pour la prescription acquisitive, il faut que le riverain il soit en capacité, comme on a dit, de prouver qu'il a occupé de façon paisible, continue, non équivoque pendant 30 ans ce chemin rural. Sauf que là, vu de votre discours, je pense qu'il y a eu de l'usage sur les chemins et donc il ne pourra pas en fait la prouver. Il faut que ça soit non équivoque, c'est-à-dire que si un jour le riverain il a fait une demande d'achat à la mairie, je veux racheter, en fait là c'est équivoque. Enfin, là il y a vraiment, on se doutait bien que comme il a demandé la vente, il ne se savait pas propriétaire en fait, il ne se savait pas bon père de famille. Donc je pense que pour vous la prescription acquisitive va être il ne pourra pas demander la prescription acquisitive. Concernant la vente, comme on l'a dit, maintenant, on ne peut plus désaffecter un chemin rural.
Et ça, c'est c'est le dispositif de la loi 3DS qui est le plus contraignant pour vous en tant qu'élu. Donc s'il n'est pas désaffecté de fait, s'il n'y a vraiment pas d'usage, si c'est, comme on le disait tout à l'heure, en fait, juste une parcelle privée de la commune, là, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la vendre. Mais il faut vraiment qualifier la désaffectation. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait de fait une désaffectation de fait. Juste en complément, cette disposition de la loi 3DS, en fait, elle n'a fait que confirmer la jurisprudence du Conseil d'État. Enfin, le législateur a sacralisé une jurisprudence antérieure. Et juste, dans le cas que vous citez, effectivement, la vente en l'état me paraît difficile. Par contre, il ne faut pas oublier que si les propriétaires veulent si les riverains veulent entretenir le chemin rural, ils peuvent le faire, il y a des dispositions dans la loi sans nécessairement en être propriétaires. Ils peuvent notamment se constituer en association syndicale s'ils sont volontaires pour entretenir le chemin, parce que le chemin leur est utile. Ils peuvent l'entretenir sans en être propriétaires. Ça, c'est tout à fait possible. Après, j'ai 2 cas à peu près similaires. Un agriculteur utilise partiellement en culture un chemin rural et ne laisse qu'une petite bande de 1 mètre. Et sur un autre cas, des personnes m'ont demandé un chemin rural et à un endroit, ils me disent, qui faisait 7 mètres de large, me disent « Ah mais non, mais là, il ne fait plus que 2 mètres. » Comment peut-on savoir exactement la largeur des chemins ruraux, puisque c'est des choses qui sont contestables. Et la deuxième chose, moi je trouve totalement anormal que des gens utilisent sciemment ou inconsciemment des chemins ruraux à des fins personnelles et que nous, les communes, nous soyons obligés d'engager des procédures et surtout des finances pour rétablir la vérité sur un chemin rural. Voilà. Est-ce qu'on peut demander à ce que les gens qui utilisent puissent participer aux frais? C'est même pas que vous pouvez, c'est que vous devez. Et sous le contrôle du préfet. En fait, vous avez l'obligation de conserver votre chemin rural. Oui. Donc, et en plus, ça peut créer des risques pour la sécurité des usagers de ce chemin rural. Nous, il y a une jurisprudence que je cite souvent en formation, mais imaginons, c'était dans le cas de ce jugement, c'était en fait un vignoble et quand il faisait sa culture, il dépassait tout doucement et finalement c'est comme ça qu'il arrivait à la fin à s'accaparer le chemin rural. Sauf qu'il y a eu un accident. Parce qu'à force de trop grignoter le chemin rural, en fait, ça avait créé des fossés. Et effectivement, il y avait un riverain qui s'était cassé la jambe en fait, dessus. Il a eu un accident, il a été victime. Et en fait, il a pu se retourner contre la commune pour défaut d'entretien normal parce que c'était un chemin rural, il y avait de l'usage. Et c'est juste qu'en fait, le maire, il aurait dû, en vertu de ses pouvoirs de police de conservation, en fait, prévenir et même, en fait, il aurait dû discuter déjà, commencer à l'amiable avec l'agriculteur pour qu'il réduise sa parcelle d'exploitation, parce qu'il n'avait pas, en fait, on ne peut pas exploiter un chemin rural. C'est un bien commun, ça appartient à la commune, mais je veux dire, c'est à l'usage du public. Donc, vous avez l'obligation, c'est-à-dire que même un usager, l'usager, il a du droit, il a des devoirs, et il peut très bien vous demander, et il a droit de rétablir le chemin rural. Et par contre, pour connaître la véritable largeur, puisqu'il y a des fois des rétrécissements, tout ça, comment peut-on faire? Ça, c'est un travail d'archivage. Après, vous pouvez faire appel aussi à un géomètre expert pour faire un bornage. Oui, mais après, ça a un coût, bien sûr. Comment ils retrouvent les documents justement? Ça, c'est un travail de longue haleine, d'archivage, c'est de la dentelle, et ça prend du temps. Quand ça date de 1900 et voire avant, c'est facile à dire. Merci. Du coup, sur notre commune, nous avons 43 km de chemin pédestre. Et j'ai un agriculteur l'autre jour qui est venu à Miry et je n'ai pas su quoi lui répondre. La commune entretient depuis des décennies, apparemment plus de 30 ans, son chemin rural. Qui dessert sa ferme. Ok, très bien, jusque-là, la commune croyait sans doute être propriétaire de ce chemin dont nous pensions. L'agriculteur, l'autre jour, il vient nous trouver pour nous dire que finalement, le chemin lui appartenait. Mais il m'a dit, comme ça fait plus de 30 ans que vous l'entretenez, il vous revient de droit. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Et je ne sais pas quoi lui répondre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ?
Si vous n'avez pas fait la demande de prescription acquisitive, on n'a rien acté en fait. Il faut faire la demande de prescription acquisitive. Et là, je cherche de l'œil un expert juriste. Mais il faut, selon moi, sous réserve de recherche que je ferai plus tard, il faut faire cette demande de prescription acquisitive. Si elle n'a pas été faite, vous avez juste en fait entretenu un chemin privé. En soi, sachant que la commune, depuis des lustres, pensait qu'il était communal. Oui, mais vous avez en fait la possibilité de demander la prescription acquisitive, mais vous n'avez pas l'obligation de la demander. Vous avez juste en fait entretenu, sans le savoir, une parcelle qui n'était pas la vôtre. Alors, voilà. Alors, effectivement... Et vous arrêtez. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Sauf qu'il nous a montré son acte notarié. Effectivement, sur l'acte notarié, il est bien indiqué que ce chemin lui appartenait. Et il devrait vous remercier de l'avoir entretenu de temps en temps. Ouais, alors donc du coup, ça lui appartient, donc il ne revient pas de droit, on est bien d'accord. Sauf si vous faites la demande de prescription acquisitive. Mais là, le problème, c'est que c'est plus sans équivoque. S'il y a quelqu'un qui a revendiqué la propriété et qui a un acte notarié, ça peut être compliqué. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'entretenir ce chemin encore, ou est-ce que il assure la continuité d'une randonnée, ou est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la commune? Non. Alors arrêtez. C'est ce qu'on a Arrêtez fait. de vous faire du mal. C'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Mais après, nous, étant donné que nous sommes nouvellement élus, donc le service technique a continué. Et voilà quoi. Ça, c'est aussi le problème de faire des choses qui se font depuis des décennies et on vérifie pas tout le temps ce qui doit être fait, si c'est bien ou si c'est mal quoi. On connaît pas les limites de tout et c'est vrai qu'on fait des découvertes. Non, là c'est une parcelle privée, donc. Oui, maintenant on le sait. Merci. Voilà. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de prendre un arrêté d'interdiction des véhicules à moteur et lourds quand le chemin n'est pas portant? Par exemple, comme l'année 2024, c'était très très pluvieux, et quand c'est trop pluvieux, il débarde le bois ou il passe et il s'écrase tout. Est-ce qu'on a le droit d'interdire à ce moment-là? Ah oui, tout à fait. Ça peut être ponctuel, temporaire. Votre arrêté. C'est en vertu du... En fait, votre pouvoir de police, il est quand même assez large. Il vous permet beaucoup de choses, donc vous pouvez prendre des arrêtés. C'est motivé en vertu de la conservation du chemin rural. C'est un arrêté ponctuel, quoi, qui est dans le temps. Okay. La prescription acquisitive, elle est demandée au juge. Ouais. Voilà. Par exemple, imaginons il y a une appropriation d'un chemin rural et vous pensez vraiment que c'est votre chemin rural. Et donc là, vous allez faire toute la procédure pour lever la barrière. Et en fait, là, la personne, elle va déférer votre arrêté. Et c'est le juge judiciaire qui va être compétent pour trancher de la prescription, en fait, pour trancher de la propriété. Voilà. Voilà. Je ne peux pas faire plaisir à chaque fois. Gardez-le. Moi, je n'ai pas trop de problèmes de chemins ruraux parce qu'ils sont quasiment tous dans la forêt domaniale. Donc, c'est l'ONF qui gère. En revanche, j'ai énormément de sentes à l'intérieur de la commune, entre différentes parcelles, qui font 1 mètre, 1,50 m. Bon. Est-ce que leur statut est le même que les chemins ruraux? Pour moi, la sente, ça n'a pas de qualification juridique. La qualification juridique, c'était mon premier slide. D'ailleurs, la présentation de M. Etcheverry et de M. Fouché, vous l'aurez ensuite sur le site internet avec le replay. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, la présentation, vous l'aurez. Et vraiment, ce qui est reconnu dans la loi, c'est chemin rural, voie communale, chemin d'exploitation, voie privée. Sente, c'est le langage commun. C'est comme quand parfois on nous dit un chemin communal. En fait, ça n'existe pas. Sentier, pareil, ça n'existe pas en fait. Et c'est un langage courant pour nommer quelque chose qui est alors soit un chemin rural, soit un chemin privé, soit un chemin d'exploitation. Donc il faut admettre que ça devient un chemin rural, parce que l'usage existe. Il y a des gens qui passent dessus, généralement des piétons, il appartient à la commune. Quelquefois des brouettes, mais c'est plus rare maintenant. Mais ils sont utilisés. Et on nous demande de les entretenir en plus. Vous avez là-dessus, vraiment le Conseil d'État, il est formel, il y a 0 obligation d'entretien d'un chemin rural. Vous n'avez pas l'obligation, c'est pas inscrit aux dépenses obligatoires dans le CGCT, sauf si vous avez déjà fait des travaux dessus visant à viabiliser. Mais en vrai, vous n'avez pas d'obligation d'entretien. Donc
Vous avez des obligations d'entretien si c'est ponctuel dans le cadre de vos pouvoirs de police. Il y a vraiment un danger qui est identifié, mais en tout état de cause, vous n'avez aucune obligation d'entretenir. C'est pas parce que vous avez une pression de 3 riverains qui vous disent entretenez-le. En fait, si vous l'avez jamais entretenu, vous avez le droit de ne pas l'entretenir. Oui, mais enfin bon, quand même, ça fait aussi partie du charme du village. Alors dans ces cas-là, même si ça n'est pas reconnu au PDIPR. Hein. Comme disait M. Etcheverry tout à l'heure, dans ces cas-là, encourager les riverains à se mettre en assos, à se réunir en majorité qualifiée ou en assos 1901. Et comme ça, ils pourront entretenir. Vous faites une convention avec eux et en fait, en tant qu'assos, ils entretiendront ce chemin. Et en fait, cette solution, vraiment, elle marche sur les territoires. Je fais beaucoup de formations partout en France et vraiment à chaque fois je vérifie dans chaque département où je vais s'il y a des associations de randonneurs, de chasseurs, de vététistes. À chaque fois il y a des associations et à chaque fois elles sont prêtes à vous accompagner pour faire le recensement. Donc ils existent parce qu'ils ont tout intérêt à ce que ces chemins ruraux ils soient pas fermés, ils soient pas vendus. Sinon ils peuvent plus, il y aura plus de loisirs verts en fait. Alors, donc demandez-leur, ça vaut le coup. Une association de randonneurs, je veux bien. Une association de riverains, jamais. Et ben voilà. Parce que leur seule idée aux riverains, c'est de fermer le chemin pour être sûr que personne ne passe le long de leur clôture. Donc c'est clair, ceux-là, moi je les entretiens sans difficulté. Bon, de toute façon, hein, ça veut dire qu'on passe une tondeuse de temps en temps et puis ça ne va pas plus loin. En revanche, si nous ne le faisons pas, là, les réactions sont très vives en disant ouais, ben regardez, moi je passe par là tous les jours pour aller à l'école, pour aller je ne sais pas où. C'est pas entretenu, c'est scandaleux. Bon, voilà. Donc, moi, c'était pas le problème d'entretien, c'est le problème du statut, en fait. Parce que je pense que compte tenu de tout ce qu'on a écouté depuis tout à l'heure, il me semble qu'on est obligé de les considérer comme étant des chemins ruraux. Et s'ils sont propriété de la commune, s'ils sont affectés à l'usage du public, ils ne sont pas classés en voie communale, donc c'est des chemins ruraux. Et les chemins ruraux, vous n'avez aucune obligation d'entretien. Mais vous voulez les entretenir. Et demandez à des assos. Bonjour à tous. Moi, dans les Côtes d'Armor, j'ai une particularité, j'ai un ancien terrain militaire sur ma commune, donc qui a été désaffecté. Et donc il y a plein de sentiers à l'intérieur. Donc il y a une partie qui est revenue à la commune, une autre partie qui a été achetée par un propriétaire privé. Et est-ce qu'à la place d'une association, alors on a un sentier petite randonnée qui passe dans le terrain, est-ce qu'à la place d'une association, si c'est des bénévoles qu'on utilise par exemple pour le jour, la journée citoyenne ou autre, ça rentre dans le même cadre qu'une association ou pas? C'est ce que je voulais savoir. Par exemple sur l'entretien du chemin. En fait, je pense que l'avantage d'avoir recours à une association, c'est que vous pouvez faire une convention où dedans vous protégez au niveau de l'assurance, au niveau de la responsabilité, etc. Des bénévoles, je ne suis pas sûre que vous puissiez le faire en fait. Non, effectivement, il faut juste qu'ils se constituent en association. Enfin, juste, c'est toujours facile de dire ça, mais les modalités sont quand même très simples pour se constituer en association loi 1901. Mais si vous voulez, si vous voulez un peu institutionnaliser la chose et donc passer une convention avec eux pour que ça soit autre chose que juste de la bonne franquette et pour cadrer un peu de choses, il faut forcément qu'ils reçoivent une forme juridique et donc qu'ils se constituent en association, quoi. On ne peut pas, par exemple, dire tel jour, ils sont au service de la commune comme bénévoles, comme la journée citoyenne. Ah, ça me paraît un peu difficile. Ouais. Non, je pense qu'il faut qu'ils se constituent en association, quoi. D'accord. Disons que oui, la convention permet un peu de cadrer les choses, quoi. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire si c'est un chemin rural, par définition, vous en êtes le propriétaire. Donc, sauf à ce que vous décidiez de ne pas l'entretenir, c'est à vous de l'entretenir. Donc, pour leur permettre d'entretenir le chemin, il faut passer une convention avec eux, quoi. Théoriquement non, puisque là, ils portent atteinte à votre propriété, en fait. Viendrait à se blesser, il n'y a pas de
de convention qui permettrait à ce que la prise en charge de l'accident soit prise par la mairie. Et si vous voulez, on a des modèles de convention à faire avec les associations qui sont... Oui. Oui, mais il faut qu'ils soient montés en association 1901. Ah oui, s'ils sont unis en loi 1901, ils font ce qu'ils veulent. Oui, enfin, il y a dans le cadre de la convention qui a été signée avec le Conseil... oui, oui. Non, on vous encourage vivement à le faire, mais je crois que ce n'est pas obligatoire. Bah, la convention est mieux parce que pour des questions d'assurance, et puis aussi parce que s'il n'y a pas de convention et qu'ils interviennent sur le terrain, bah, par définition, ils se comportent comme propriétaires, et c'est comme ça que la prescription acquisitive se met en place. Tandis que si vous... C'est bon ? Bah, oui. Tandis que si vous concluez une convention avec eux, par cette convention, vous manifestez que c'est bien votre terrain. Simplement, vous avez donc en tant que propriétaire, vous leur permettez de l'entretenir, quoi. Mais vous montrez bien que c'est vous le propriétaire. Donc, s'il n'y a pas de convention, c'est purement tacite. C'est comme ça que la prescription acquisitive se met en place. Enfin, ils font acte de propriétaire. Et puis, dans 40 ans, vous direz oui, non, mais en fait, c'était un accord tacite entre eux et nous. Bah oui, mais comment vous le prouvez ? Normalement, ça c'est des souscriptions volontaires ou en nature, non ? Intuitivement, je pense que c'est mieux. Moi, je vous encourage à formaliser tout acte de bénévolat dans des conventions. Oui. Il faut que vous protégiez. Pour moi, là, ils se comportent en tant que propriétaires. Donc, si... ça peut être des souscriptions en nature, d'entretien d'un chemin rural. Et pour moi, c'est bien cadré dans le cadre d'une convention dans laquelle on peut vous fournir des modèles, d'ailleurs. Je ne sais pas dans quelle mesure je suis capable de le mettre, le modèle de convention dans le document qui sera sur le site de l'AMF. Mais un agriculteur sera dans une intervention pour usage quotidien ou régulier, ce qui est un peu différent d'un particulier ou d'une association qui agira pour le maintien du chemin rural en bon état, pas forcément pour son propre usage. C'est la différence. Oui, mais je pense qu'il faut quand même tout cadrer dans le cadre d'une convention, parce qu'effectivement, comme dit M. Etcheverry, ça peut être la porte ouverte à la prescription acquisitive. Sauf s'il y a eu un recensement, on n'est pas dans ce cadre-là. Faites des recensements. On est d'accord. Alors, juste pour revenir sur un petit point qui a été évoqué. Alors, je pensais que c'était un sujet relativement facile et moi je venais surtout sur une question d'entretien et de coût pour une municipalité et donc voir les modalités d'accompagnement là-dessus. Et, par contre, vous êtes venu titiller quelque chose chez moi au niveau juridique. Je m'y attendais pas, mais bon, très bien. Si j'essaie de résumer, parce qu'en fait, à un moment, plus évidemment, quand ça devient compliqué, on s'y perd. Si j'essaie de résumer un peu les choses. Aujourd'hui, je pense que collectivement, dans nos communes, est identifié des chemins ruraux, plein de types de chemins, puisque c'est historique et ça a souvent été identifié comme ça sur des cadastres. On a dit que c'est pas parce que sur un cadastre, un chemin a été identifié rural qu'il avait cette identification officielle. Donc, pour l'avoir, ça nécessite un recensement de la part de la commune qui va officialiser et donner ce statut de chemin rural. S'il n'y a pas eu de recensement au préalable, même si c'est indiqué donc sur le cadastre, il n'y a pas de chemin rural. Ce qui fait que, dans ce cas-là, et donc c'est là que j'arrive à la fin, si officiellement il n'y a pas de recensement, le chemin reconnu comme rural uniquement sur le cadastre peut être vendu. Ah non, mais le recensement, il ne prévaut pas de la qualité juridique du chemin. Le recensement, ça permet de faire un tableau et de tout classer. Mais c'est pas obligatoire, comme disait M. Etcheverry. Le recensement, c'est vraiment pas, c'est facultatif. Et c'est pas parce que vous le faites pas que vous n'avez pas de chemin rural sur votre commune. Alors, qu'est-ce qui identifie clairement le chemin rural juridiquement ? Merci. Et un travail d'archivage assez long pour identifier la propriété. Le chemin est au milieu d'un pré. Donc c'est les vaches. S'il existe encore. Alors qu'il est sur le cadastre. S'il n'existe plus, c'est la désaffectation de fait, mais il faut le constater qu'il n'existe plus.
Je suis d'accord. Alors, je vais juste vous donner mon exemple à moi, puisque c'est toujours bien. Moi, j'ai 50 mètres de chemin rural qui, en fait, desservait un hameau anciennement agricole. Aujourd'hui, 4 maisons, toute un seul propriétaire. Donc, il souhaiterait acquérir ces 50 mètres dits de chemin rural qui, finalement, n'est que son entrée à sa propriété. Est-ce que j'ai besoin, puisqu'il n'y a plus d'usage public, à mener une enquête publique? Et la désaffection, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il y a besoin de mener une enquête publique, même si sur le cadastre, c'est indiqué chemin rural? Je vais être terrible, mais est-ce que vous pouvez répéter? Parce que j'ai débranché mon cerveau, je pense que... Alors... Historiquement, donc, il est identifié chemin rural sur le cadastre puisqu'il desservait un hameau agricole. Plusieurs petites fermes, aujourd'hui, qui ont toutes disparu. Et l'ensemble des 4 maisons, anciennement fermes agricoles, sont devenues propriété d'un seul propriétaire. Donc ce chemin dit rural est finalement l'entrée à une propriété privée. Est-ce qu'il y a besoin de considérer, ou est-ce qu'il faut considérer que ce chemin rural, qui finalement ne l'est que historiquement sur le cadastre, comme chemin rural, et est-ce qu'il y a impossibilité de le vendre? Il n'y a plus d'usage. Il faudrait qu'il fasse une demande de prescription acquisitive, le propriétaire. Oui. Et ça fait combien de temps là? Ça fait moins de 10 ans, puisqu'il a acquis la dernière maison il y a 2-3 ans. Là, vous pouvez le vendre. Vous le vendez. Oui, pour vendre, il y a toujours besoin d'une enquête publique. Pour vendre un chemin, il y a toujours besoin d'une enquête publique. Oui, mais j'entendais incessibilité d'un chemin rural. Non, c'est la voie communale qui est imprescriptible et inaliénable. En fait, je pense que vous confondez qu'il y a un malentendu au niveau de la disposition qui a été adoptée dans la loi 3DS qui ne vous permet plus de désaffecter par délibération un chemin rural. En fait, avant, on pouvait désaffecter un chemin rural par délibération quand bien même il y avait de l'usage. En fait, le conseil municipal décidait que, paf, là, par délibération, il n'y a plus d'usage. Ça, c'est plus possible parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, le but de la loi 3DS, c'était de conserver les chemins ruraux. Là, en l'occurrence, s'il n'y a pas d'usage de fait, il est désaffecté. Enfin, il est désaffecté de fait. En revanche, si vous voulez clarifier les choses, soit vous attendez 20 ans en croisant les doigts que tout se passe bien et il y a une prescription acquisitive, soit en effet, il faut faire une petite enquête publique et vous vendez... Oui, mais dans le cas d'espèce, c'est plus une voie de passage. En fait. Et c'est ça la définition. Enfin, l'usage du public, il faut que ça soit identifié comme une voie de passage. Sauf que là où c'est dangereux, c'est que dans 5 ans, si monsieur revend ses 4 maisons en faisant une plus-value à 4 propriétaires différents, on retombe dans une voie de passage. Non. En fait, tu veux... chanter une chanson. J'ai une question. On a un pont sur la commune qui est en très mauvais état, qui est au niveau d'un chemin rural. Le pont a été classé 3U, si je ne dis pas de bêtises, par le CEREMA. Donc il faut qu'on rénove ce pont. Il dessert un chemin rural. Est-ce que si l'on décide de réduire la largeur de passage et qu'on reste sur un chemin piéton, on est dans notre droit? Parce qu'aujourd'hui, on peut circuler en véhicule sur ce pont. Mais c'est un chemin rural. Là, ça va être en vertu de vos pouvoirs de police et pour assurer la sécurité du passage. Donc en fait, au contraire, je vous encourage parce que si en revanche le pont venait à s'effondrer et qu'il y a un accident, là c'est la responsabilité pénale du maire qui est engagée. Donc faites un arrêté. En revanche, il faut pouvoir... Ah non, vous pouvez prendre un arrêté, mais je ne suis pas certaine que vous puissiez modifier le chemin rural.
Bah, si l'ouvrage d'art il dessert 2 voies communales, il est communal. 2 voies rurales, 2 chemins ruraux, c'est appartient à la commune. Oui, oui, ça appartient à la commune. Oui. J'ai un chemin rural de 800 mètres. Les 400 premiers mètres, aux extrémités, j'ai des maisons aux 2 extrémités et rien au milieu. Enfin, rien au milieu, oui, oui. Enfin, non, mais quel conseil pouvez-vous me donner? Est-ce que je l'entretiens? J'entretiens les 2 extrémités où il y a des habitations, des administrés, et je laisse en chemin rural campagnard, tout le milieu. C'est vraiment une histoire de chemin, hein, c'est l'histoire de chemin. Non, parce que je suis harcelé, j'ai un lotissement de 6 maisons sur une extrémité de ce chemin, et de l'autre côté, j'ai 4 maisons. Et donc, les 6 maisons me demandent, parce que bien sûr, c'est abîmé, ils me demandent de l'entretenir. Et le chemin, il continue au-delà des maisons, d'un côté ou de l'autre, d'accord. Ouais. Bah, vous pouvez leur demander de participer à l'entretien. Bon, je botte un peu en touche, mais déjà, vous pouvez leur demander de participer à l'entretien en se confiant en nation syndicale. Je vais poser la question autrement. Je vais plus loin. Bon, c'est des administrés, ils payent des impôts. Il y a 6 foyers d'un côté, il y en a 4 de l'autre. Je vais l'entretenir. Je vais bien l'empirer, je vais l'entretenir. Peut-être pas aller jusqu'au bout. Pour le milieu, je le laisse comme ça, bon, il a été ouvert, c'est de la castine, ça se dégrade. Je peux ne rien faire. Je peux faire que les 2 extrémités et pas la totalité de mon chemin. C'est ça. J'ai pas l'obligation. Je peux faire que les 2 extrémités. Si vous le faites de manière régulière, si vous le faites de manière régulière, vous allez être condamné à entretenir. Ouais. La totalité. Alors qu'il n'y a pas d'usage, sauf si je considère qu'il n'y a pas d'usage. Oui. Parce que